Alors Alain, si vous voulez bien nous présenter votre intervention, je vous laisse la parole. Je vous remercie et d'abord, chers membres d'honneur, Monsieur Berne, Madame Delay, votre présence donne un poids évidemment considérable à notre association et nous vous en remercions. Chers membres de Restaurant Notre-Dame, Monsieur le Président, donc j'ai le plaisir d'introduire ma commission Culture, Patrimoine historique mondial et Art de la pierre et du bois. Donc, au lendemain de cette catastrophe, j'avais publié sur le réseau professionnel LinkedIn un manifeste qui s'était intitulé Rendez-nous Notre-Dame de Paris comme elle était hier. Ce manifeste avait été remarqué, rediffusé à travers le monde et en particulier remarqué par M. Elundo, directeur adjoint du Centre du patrimoine mondial à l'UNESCO. Le document, en fait, il se résumait à 3 points essentiels qui disait ceci: respecter Notre-Dame de Paris en tant que patrimoine mondial classé par l'UNESCO, et bien entendu, sous-entendu aussi patrimoine national. Mais un deuxième point qui était peut-être plus difficile, plus décalé, qui était respecter l'œuvre mondialement reconnue de Victor Hugo et Viollet-le-Duc. Et je tâcherai de faire comprendre toute l'importance de ce point qui peut paraître effectivement décalé en réunissant ce grand auteur et ce grand architecte. Et le troisième point, respecter l'art médiéval de la pierre et du bois, et qui est, on va dire, à l'origine même de la fondation de notre organisation. Alors, si ce manifeste allait servir de fondement pour l'établissement de ma commission, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il lui sert de charte pour développer ces actions qui se veulent complémentaires. Donc, il faut se rappeler, et on reviendra sur ce diagramme où on voit l'importance de la thématique du manifeste qui s'est traduit en certains thèmes fondamentaux pour nous, qui va être l'art de la pierre et du bois, la défense du patrimoine mondial, bien entendu médiéval, mais aussi du 19e siècle, et ça va être un véritable défi, et puis cette dimension, cette mondialité littéraire qu'a cette cathédrale grâce à Victor Hugo. Et évidemment, nous avons une chance extraordinaire d'un comité de soutien exceptionnel en votre présence, Monsieur Berne, et bien entendu le parrainage de Yannatius Bertrand au tout départ, et la présence, bien entendu, de Madame Florence Delay de l'Académie française, qui nous donne toute la solidité à notre organisation. Je coupe un instant le partage d'écran. Il faut se rappeler qu'au départ, une restauration à l'identique de la cathédrale n'était pas du tout acquise et que l'option bois pour reconstruire sa charpente l'était encore moins. La présidence avait fixé des délais très courts, mais surtout avait envisagé la possibilité de ce geste contemporain en guise de flèche. Donc il nous a fallu joindre nos voix à toutes celles qui s'élevaient en faveur d'une restauration à l'identique, qui sera finalement décidée par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture le 4 juillet 2020. Cette décision, qui fut acceptée par le président de la République, ce qui est tout à son honneur. C'est pour redonner son identité à la cathédrale, l'option bois pour la reconstruction de sa charpente et de sa flèche a finalement été retenue, comme cela vient d'être dit. Alors, d'une certaine façon, ce fut une première victoire pour nous tous qui nous étions mobilisés. Et là, encore un grand merci à Monsieur Berne pour son engagement qui, franchement, était d'une importance considérable par rapport aux difficultés initiales de faire reconnaître ce respect de ce patrimoine mondial. Donc, il nous faut aussi rendre hommage à M. Philippe Villeneuve, architecte en chef de Notre-Dame de Paris, et à ses équipes pour avoir défendu fermement cette restauration à l'identique. Alors, M. Villeneuve m'a d'ailleurs confidentiellement remercié pour notre action. Mais il faut aussi savoir reconnaître les efforts méritoires des différentes sociétés compagnonniques, de l'Association ouvrière des compagnons du devoir du Tour de France, de l'organisation de Charpentiers sans frontières conduite par François Calabre, pour les démonstrations de charpente à l'ancienne très médiatisées. On se doit aussi de féliciter la Société des compagnons charpentiers des devoirs du Tour de France d'Anglais pour le magnifique chef-d'œuvre de charpente et de flèche de la cathédrale qu'ils ont réalisé. Tous ces efforts
ont contribué à ce que l'option bois soit retenue. Donc, je reviens un instant sur le diagramme de ma commission culture et patrimoine mondial. Il se traduit donc en 3 thèmes et qui reflètent les 3 impératifs de notre manifeste originaire. Donc il est devenu au fil du temps un peu l'épine dorsale et la charpente, le mot et de circonstance, de notre organisation. Alors pour mener ce premier combat de restauration à l'identique de la cathédrale, il fallut faire reconnaître les apports du XIXe siècle comme faisant partie intégrale du patrimoine mondial. Donc en contact, je coupe un instant cet écran, donc en contact sur les réseaux avec M. Francesco Bandarin, ancien directeur du Centre patrimoine mondial, du patrimoine mondial à l'UNESCO, nous avons défendu ce patrimoine du XIXe siècle. C'était toute l'œuvre de Viollet-le-Duc qui était en jeu, et en particulier la restitution de son chef-d'œuvre, la fameuse flèche, qui était devenue une icône pour le monde entier quand elle s'est brisée dans les flammes le 15 avril 2019. Pour les 14 millions de visiteurs qui venaient visiter la cathédrale chaque année, bien peu savaient qu'ils contemplaient une restauration extraordinaire du XIXe siècle, la grande œuvre de Viollet-le-Duc. La plupart, qu'ils vinssent d'Amérique latine ou de Chine, venaient y admirer la cathédrale de Victor Hugo. Et c'est là que réside aussi le prodigieux de cet édifice, car il est à la fois un patrimoine mondial, médiéval, par sa splendeur gothique, mais il est aussi un patrimoine mondial néo-gothique du XIXe siècle grâce à 2 médiévistes érudits, 2 férus de Moyen-Âge, Jean-Baptiste Lassus et Eugène Viollet-le-Duc. Un patrimoine littéraire, il est aussi, bien entendu, 3e point, un patrimoine littéraire mondial, car pour le monde entier, Notre-Dame de Paris, c'est la cathédrale de Quasimodo et d'Esmeralda. Mais au-delà de ce roman cathédral, pour reprendre l'expression d'Adrien Goetz, c'est toute l'histoire de la protection des monuments historiques par les États qui voit le jour et qui va se disséminer en Europe à partir de l'expérience française. Comme l'avait fortement souligné le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Madame Carrère d'Ancos, Hugo, bien avant que la préservation de l'héritage du passé fût formalisée par des règlements administratifs, a inscrit Notre-Dame comme un élément essentiel de notre patrimoine. Le monument imprimé a magnifié le livre de Pierre. Et j'ajouterai, et c'est Viollet-le-Duc qui a magnifié le monument d'Hugo. Il y a beaucoup à apprendre de ce triumvirat improbable qui, en fait, ne s'aimait pas tant que ça. Hugo, Mérimée, Viollet-le-Duc. Avec Hugo, au siècle des Misérables, c'est le peuple qui est entré dans Notre-Dame. Notre-Dame de Paris n'est-elle pas devenue la cathédrale de la République? Un destin sans nul autre pareil, symbole des grandes heures de la chrétienté, certes, mais aussi de la naissance de notre République et de notre laïcité au XIXe siècle, un sujet, hélas, dramatiquement d'actualité. Donc, pendant l'incendie, le monde entier a appris que ce patrimoine mondial, ce livre de pierre, était aussi un livre de bois. Ce sont des chefs-d'œuvre de bois, comme vous l'avez dit, qu'il va falloir reconstruire. Et là prend toute sa signification la création de notre organisation où le matériau bois joue un rôle central. En effet, le volet art de la pierre et du bois, à l'origine même de ce patrimoine médiéval et du XIXe siècle, va prendre des dimensions matérielles et immatérielles. Cette immatérialité patrimoniale, on la trouve dans l'expression hors norme, comme bien entendu de l'architecture sacrée. Mais cette immatérialité se loge aussi dans les savoirs qui se sont transmis de génération en génération grâce aux corporations, puis au compagnonnage, mais pas seulement, grâce à tous ceux qui travaillent aujourd'hui avec talent et passion ces matériaux millénaires que sont la pierre, le bois, et je pourrais même rajouter le plomb ou d'autres matériaux qui sont nécessaires pour restaurer la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc, en réalité, le diagramme que je vous ai montré au départ nous montre les thèmes principaux abordés par la Commission Culture et Patrimoine mondial de Restaurant Notre-Dame, mais aussi comment il s'articule avec les autres commissions. Donc, ces 3 piliers qui tendent toute notre action, il y a 3 grandes thématiques, on ne peut mieux incarner par les émitantes personnalités qui soutiennent notre organisation,
comme vous, Monsieur Berne, comme vous, Madame Delay. Un des premiers piliers, c'est celui de l'écologie, où le matériau bois apparaît en tant que ressource naturelle écologiquement renouvelable. On connaît l'attachement, bien entendu, de Yanatus Bertrand à la forêt, à la sauvegarde de la planète, et même on va dire, les dimensions culturelles qu'il a su lui donner, si on se rappelle en particulier la série Winter of Forest qu'il a animée sur Arte en début d'année. La dimension patrimoniale, qui de mieux que Stéphane Bern avec ses secrets d'histoire et son talent pour incarner ce combat vis-à-vis de nos concitoyens, nous sommes vraiment très fiers de l'avoir parmi nous. Donc cette vision patrimoniale, il nous faut la développer au moment de travailler à des propositions architecturales et technologiques pour la reconstruction de la charpente, de la flèche et de la toiture de la cathédrale. C'est ce qui fait l'objet de la commission de coopération scientifique, technique et universitaire dont vous parlera son président, M. Besançon. J'ai oublié de dire que sur le pilier écologique, bien entendu, c'est tout le travail de la commission ressources forestières qui prend un sens très important et que nous présentera Madame Ray juste après moi. Donc, le troisième pilier, c'est celui de la culture. Et je devrais dire peut-être le premier pilier, parce qu'en fait, il concerne tous les autres. Et de cette culture qui fut salvatrice de Notre-Dame de Paris en péril au XIXe siècle, siècle éminemment prodigue sur le plan littéraire, que Madame Florence Delay, écrivain de l'Académie française, par sa présence dans notre prestigieux comité de soutien, nous fait le grand honneur de légitimer. De légitimer cette approche que nous nous efforçons de développer pour une restitution optimale de Notre-Dame de Paris. Nous voilà donc avec une bien belle charpente pour développer nos actions. Alors ces actions, quelles sont-elles? En tout cas pour ce qui me concerne, nous avons essayé de monter petit à petit une médiathèque où on va trouver des références littéraires qui concernent la cathédrale, des exposés d'historiens, d'érudits sous forme de vidéoconférences, de podcasts. Vous avez des excellentes émissions sur France Culture qui ont été programmées au lendemain de l'incendie, qu'il vaut la peine de réécouter au moment de projeter, au moment de s'imbiber de la cathédrale pour imaginer comment on va reconstruire la charpente. Il y a aussi cette idée de reproduire des textes fondamentaux comme ces exposés qui ont eu lieu lors de l'hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris par nos académiciens et qui réellement ont été comme une inspiration, un fondement pour notre action culturelle et patrimoniale. Également, il nous parut très important de recompiler et d'avoir une synthèse de tout ce qui pouvait exister au niveau des conventions du patrimoine mondial, des chartes, des principes, du code du patrimoine, des exposés, des rapports. Et ça, Stéphane Bern l'a vraiment très bien dit. Il y a une logique patrimoniale qui devait se mettre en place et on ne comprenait pas pourquoi on allait s'orienter vers un geste contemporain qui était aux antipodes des recommandations et de ce que la France avait elle-même fondé dans son histoire de protection du patrimoine avec la Charte de Venise en particulier. Donc tout ça est à disposition de tout le monde, chacun peut y puiser ce qu'il veut, peut y contribuer, vous pouvez l'enrichir et d'ailleurs ce sera très important pour nous. Nous avions édité aussi un modeste répertoire des organisations compagnonniques. Il n'a nulle prétention d'érudition historique, mais il se veut un guide pratique pour reconnaître et faire connaître les différentes fédérations et sociétés compagnonniques. Il a été chargé plusieurs milliers de fois et j'ai appris qu'il était apprécié par un bon nombre d'architectes qui ne s'y retrouvaient pas trop dans les différentes sociétés, organisations compagnonniques qui ont des subtilités de dénomination entre ceux qui sont du devoir, des devoirs, ou des devoirs unis, ou de liberté. Et en fait, il est très apprécié et il est utilisé en ce moment pour leurs travaux, en particulier sur les bâtiments historiques. Donc c'est un effet collatéral heureux qui était inespéré. Donc notre commission, en fait, elle s'organise de la façon suivante. C'est avant tout
un espace de réflexion sur 9 domaines qui sont des espaces de pensée. Alors là, je ne vais pas les détailler ici parce qu'on les trouve sur le site web de l'association et ça serait beaucoup trop long. Mais on peut dire que on essaye de créer une réflexion autour de Notre-Dame de Paris qui soit la plus large possible et la plus intéressante afin d'orienter en termes de stratégie les mécanismes de coopération qui nous permettent petit à petit de créer un pôle bois qui puisse servir à l'aide à la décision, au conseil, à l'expertise, évidemment bien sûr auprès des architectes en chef responsables des travaux, de la maîtrise d'œuvre, mais aussi de la maîtrise d'ouvrage, en l'occurrence l'établissement public que l'on vient de rencontrer il n'y a pas très longtemps. Et puis Restaurant Notre-Dame, eh c'est aussi un observatoire de tout ce qui se passe et un relais d'information de ce qui se passe au niveau national et international. Nous essayons, dans la mesure du possible, de retransmettre cette information. Au niveau de la médiathèque, je n'y reviens pas. Pour ce qui est des publications, nous réalisons des fiches de lecture des documents que nous mettons dans la médiathèque. Nous avons créé ce rapport compagnonique et un essai en rapport avec Victor Hugo et la restauration de Notre-Dame au XIXe siècle est en cours d'édition. De même, avec Monsieur Christian Dumollard, je suis en train de réaliser une étude en rapport avec le chantier de restauration de Notre-Dame au XIXe siècle. C'est un travail en cours. Mais le plus important peut-être aussi de vous communiquer, c'est le réseau international que nous avons mis en place. Aujourd'hui, il est composé de 216 membres de 32 pays. On peut remarquer une présence particulièrement importante du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Italie, bien entendu de la France qui compose environ la moitié des membres, et un intérêt très particulier de la Turquie, de la municipalité d'Istanbul, je tiens bien à le préciser, et qui avait organisé un séminaire international sur la construction en bois. Il nous avait invités, malheureusement, tout a été annulé pour l'anniversaire de l'incendie de Notre-Dame suite à l'épidémie mondiale de coronavirus. Mais ce n'est que partie remise. Donc, ce réseau s'est construit petit à petit. Il est composé, c'est un véritable réservoir de talents. Il est composé de 40% de spécialistes du patrimoine et de la conservation. Certains viennent de l'ICRO ou sont liés à l'ICOMOS, des experts de l'UNESCO, en tout cas des gens qui ont une longue trajectoire, un long métier dans ce qui est du domaine de la conservation dans tous les domaines. Le réseau est composé de 25% de professionnels, 16,5% sont des spécialistes du bois, des charpentiers, des compagnons, des forestiers, des ingénieurs, des experts, des constructeurs, des conservateurs. 6,5% sont des spécialistes de la pierre, et là on va trouver des tailleurs de pierre, des compagnons, des sculpteurs, dont 2 meilleurs ouvriers de France. 2% sont des spécialistes des toitures, et ça peut-être on ne le signale pas suffisamment, parce que la problématique n'est pas simplement le bois de la charpente, mais aussi ce qu'on met dessus. Ça va être vraiment un très très gros morceau à résoudre, puisque là il faut refaire cette toiture de Notre-Dame, et en particulier si on la refait dans le respect de la charte de Venise, il faudrait la refaire en plomb, ce qui n'est pas sans créer évidemment un débat aujourd'hui quand on sait toutes les incertitudes qui pèsent sur les problèmes de pollution avec le plomb, et ça va faire sûrement l'objet de débats. Mais il faut souligner quand même l'importance des compagnons couvreurs, et puis là encore, il y a un meilleur ouvrier de France qui est membre de ce réseau international. Il y a environ 10% des compagnons qui sont compagnons dans ce réseau et qui appartiennent aux 3 grandes fédérations compagnonniques. Donc l'idée vraiment c'est d'éviter tout esprit de chapelle et plutôt, disons-le, d'avoir l'esprit cathédrale. Merci, 8% d'architectes, 10% d'ingénieurs. Voilà, vous avez une vision de ce réseau international
qui nous écoutent, qui participent avec nous, qui contribuent, avec lesquels on établit des contacts, et surtout, qui pourraient se révéler comme un réservoir de talents et de compétences demain matin quand il faudra restaurer vraiment sur le terrain la charpente de Notre-Dame de Paris et puis mettre en pratique ce que nous avons essayé de construire ensemble. Voilà, Merci. donc j'invite les membres de Restaurons Notre-Dame qui le souhaitent à s'inscrire comme membre de ce réseau international. Il vous suffit d'avoir un compte LinkedIn. Toutes ces actions qui sont menées par la Commission Culture et Patrimoine mondial nous aident à structurer notre organisation et à approfondir notre réflexion envers un tel défi que celui de faire renaître Notre-Dame de Paris au troisième millénaire. Il semble que notre vision soit appréciée en haut lieu, ce qui participe à la reconnaissance des efforts de tous, et je vous en remercie.